et bienvenue sur la chaîne L'anglais c'est cool. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo réaction. Alors oui, après mes deux séries de vidéos où je vous parlais de sujets, on va dire, assez sérieux concernant la grammaire, voilà, ça me paraissait toujours sympathique de faire une petite transition entre les sujets de grammaire avec une vidéo un peu plus légère, voire beaucoup plus légère, où je vous fais une petite réaction. C'est le genre de vidéo que j'ai déjà fait par le passé, j'en ai pas fait beaucoup, je crois à ce jour j'ai dû en faire 2 ou 3, pas plus. Donc là, ça sera la 3e ou 4e de ma chaîne. J'aime bien, vous savez, entre les gros sujets de grammaire, surtout quand j'ai fait des séries comme ça, où j'ai vraiment parlé de sujets assez importants. Par exemple, la dernière fois, j'avais fait une vidéo sur du vocabulaire par rapport à la maison, à l'appartement, tout ce qu'on peut trouver dans une, voilà, en termes d'objets, d'électroménager, etc. Donc soit je fais ce type de vidéo, donc ça vous apprend quand même des choses, soit je vous fais une petite vidéo réaction, ça me permet moi de m'alléger un petit peu aussi, il faut se l'avouer, dans mon travail. Donc c'est des choses que j'aime beaucoup faire, c'est pas quelque chose que je ferai plus que ce que je ne le fais déjà sur ma chaîne, parce que je ne me verrai pas par exemple avoir une chaîne dédiée aux vidéos réactions, parce que déjà je suis pas quelqu'un qui est très forte pour la réaction, ça me fait sortir un petit peu de mes habitudes, on va dire, et un petit peu de ma personnalité de base. Faut savoir que je suis quelqu'un qui réagit pas forcément très fort quand il regarde un film, une vidéo, etc. Après voilà, je sais que les personnes qui font ça régulièrement jouent aussi un petit peu, ont tendance à un petit peu plus exagérer que leur réaction par rapport à si ils étaient juste seuls, sans caméra et qui filmaient pas leur réaction. Mais voilà, du coup je cherchais, voilà, j'aime bien me balader de temps en temps sur YouTube, c'est vrai que j'y passe pas beaucoup de temps, mine de rien. Et je suis tombée sur une chaîne qui s'appelle French Mornings with Elisa, et je trouvais ça assez intéressant finalement de cette fois-ci m'intéresser à des gens qui ne sont pas francophones mais qui font des vidéos sur le français, qui donnent des conseils, qui parlent, voilà, qui apportent du vocabulaire. Alors elle, du coup, cette jeune femme sur sa chaîne, si j'ai bien compris, donc déjà c'est pas une chaîne qui est très ancienne, et de ce que j'ai compris, parce que je n'ai pas du coup encore regardé aucune de ses vidéos, voilà, de ce que j'ai compris, c'est une personne anglophone, donc je ne sais pas de quel pays elle vient à la base, mais qui vit en France, visiblement, sur Paris il me semble, mais elle a fait aussi des vlogs de ce que j'ai vu de voyages en province, etc. Et elle donne beaucoup de conseils concernant la langue française. Alors, contrairement à moi qui aborde beaucoup de sujets concernant, enfin c'est très scolaire, hein, concernant la grammaire, la conjugaison, etc. Elle fait des vidéos dans un format beaucoup plus court que le mien, la plupart du temps, et où elle aborde surtout du vocabulaire ou alors des tips, en fait, tout simplement pour apprendre mieux le français. Le format est très différent, c'est vraiment du direct, en fait, du tac au tac, qu'est-ce qu'on fait, enfin voilà, c'est vraiment des conseils directs pour pouvoir s'exprimer, je pense, le plus vite possible dans la langue cible, qui là en l'occurrence est le français. Donc c'est là la différence avec moi, c'est vrai que moi j'aborde la langue anglaise plutôt d'un point de vue, on va dire scolaire, académique, on va dire même un petit peu, parce que c'est ce que j'ai appris, c'est le centre même, ça a été le centre de mes études, c'est mon domaine, on va dire, de spécialisation. Donc forcément j'aborde plus la langue sous cet angle-là, parce que c'est comme ça que je l'ai apprise. Et donc c'est à ce jour ce que je maîtrise, on va dire, le mieux. Évidemment, j'ai déjà réfléchi à faire ce type de vidéo aussi, à vous donner des tips pour apprendre mieux l'anglais, etc., etc. Mais pour l'instant, voilà, je reste plutôt encore du côté scolaire. Je pense que c'est des vidéos qui vont venir petit à petit sur ma chaîne aussi, où je vais essayer de vous donner des conseils pour apprendre un peu mieux l'anglais ou un peu plus vite, etc. Ou aussi des vidéos dans un format peut-être assez court aussi, où je pourrais vous donner des conseils qui vous seront utiles directement, en fait, qui feront pas partie d'un apprentissage global ou qui vont pas être dénués de sens si on n'a pas vu le reste, etc., etc. Donc après voilà, je pense que chacune de mes vidéos peut être vue sans avoir vu le reste, très clairement, puisque j'aborde des sujets très différents, et on peut juste être bloqué sur un sujet en particulier, vraiment de la grammaire, pour x et y raison. Après, pour moi, la grammaire n'est pas déconnectée de ce type de vidéo aussi, parce que la grammaire permet de comprendre pourquoi en fait on utilise tel temps, telle façon de parler, etc., etc. C'est juste que c'est vu sous un angle un peu plus, on va dire, scientifique. Donc forcément, les termes que j'emploie peuvent être
perçu comme un petit peu compliqué, et encore de rendre ça un peu vulgaire, on va dire, de pas forcément utiliser tous les termes très précis que moi j'ai appris quand j'étais surtout à la fac. Ça m'arrive parce qu'il y a quand même des termes qu'il faut dire pour expliquer ce que c'est, mais voilà, j'essaie de rester sous quelque chose d'un peu plus léger que ce que moi j'ai fait à la fac par exemple, parce que sinon on n'aurait pas fini et vous comprendriez pas tout ce que j'aborde dans mes vidéos. Donc du coup, je me suis sélectionné 2-3 vidéos, je sais pas trop encore laquelle regarder, mais je pense que je vais partir sur English versus French Language English Words, et j'ai pas la suite du coup. En fait, si j'ai bien compris sur cette vidéo, je me base sur la miniature et le titre, nous avons d'un côté l'anglais et le français, et en fait elle va comparer des... Ah oui voilà, elle va comparer des termes français qui sonnent anglais, on va dire des anglicismes en soi, et elle va comparer ça avec comment on dit vraiment en anglais du coup. Donc ok, j'avoue je savais pas trop laquelle choisir parce qu'elles avaient toutes l'air assez intéressantes. Après du coup je voulais partir sur une vidéo où il y a un peu de durée quand même, parce que les vidéos où elles donnent beaucoup de tips, c'est des vidéos qui durent 3-4 minutes, donc voilà, je voulais partir sur une vidéo un peu plus large. Il y avait aussi apprendre le français par soi-même de manière rapide et simple. Je vais commencer par une vidéo voilà, qui m'attire un peu plus, donc sur le comparatif entre les mots anglais et les anglicismes que nous, en l'occurrence, on utilise en français. Salut! Salut! Hello! Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings. Si vous êtes nouveau par ici, je suis Elisa et je vous aide à améliorer votre français et à parler d'une façon plus naturelle. N'hésitez pas à vous abonner. Alors déjà, je trouve que c'est une personne qui a un excellent accent français, du coup je sais pas si c'est vraiment quelqu'un qui est de base anglophone, ou alors c'est peut-être on va sûrement peut-être le savoir, mais c'est peut-être une personne qui a fait FLE. Vous savez, FLE à la fac, c'est quand vous apprenez à faire apprendre le français à des étrangers, donc c'est français en langue étrangère. C'est pas impossible que ce soit ça, parce que moi j'ai pensé que c'était une personne anglophone, puisque tous ses titres et toutes ses miniatures sont en anglais, mais c'est possible que non. Abonnez à la chaîne de French Mornings pour être au courant des futures vidéos, et si la chaîne vous plaît, vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Toutes les informations sont dans la description. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire qui a commencé il y a plusieurs siècles et qui continue encore aujourd'hui. Les personnages principaux de cette histoire, ce sont deux pays, deux langues qui adorent se détester, la France et l'Angleterre, le français et l'anglais. Alors, comme... C'est pas faux, c'est vrai que je sais pas si on aime se détester, mais c'est vrai qu'on s'est, au cours des siècles, on s'est beaucoup emprunté en fait de termes, autant les anglais aux français que le français aux anglais. Par rapport au français, aux mots français qu'il y a dans la langue anglaise, c'est très intéressant de savoir d'où ça remonte historiquement parlant, parce que c'est quelque chose qui effectivement est très vieux. D'ailleurs sur mon compte Instagram l'anglais c'est cool, vous pouvez, vous avez toutes les infos sur ma chaîne, vous avez les liens directs sur mon compte Instagram. Je fais des IGTV où j'aborde justement l'histoire de l'Angleterre, enfin du Royaume-Uni en général. Donc là on se rapproche petit à petit de notre époque, là par rapport à là où j'en suis actuellement. Là je vais sortir une vidéo bientôt sur la Seconde Guerre mondiale, mais c'est vrai qu'il y a eu des vidéos où justement, d'anciennes vidéos, où je vous parlais beaucoup des invasions en fait qu'il y avait eu en Angleterre ou au Royaume-Uni à certaines époques, donc il y a vraiment très longtemps. Et il y a eu une période justement où les Normands ont envahi l'Angleterre, et c'était un duc de Normandie qui a pris la tête en fait du pays, et à ce moment-là, lui a imposé justement que le français soit une langue parlée, ou pas forcément par les habitants du pays, mais dans la cour, c'est-à-dire que à la cour, il fallait que tout le monde parle français. Et je pense que c'est pour ça qu'on a beaucoup de mots liés à la politique où c'est très transparent quand on dit president, parliament, government, ce genre de choses. Voilà, on sent la connotation. Il n'y a que king et queen où finalement c'est très éloigné du français, on va dire en l'occurrence du latin surtout. Mais voilà, je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de mots liés à la politique qui sont très transparents autant en anglais qu'en français, parce qu'à la base c'était des mots surtout en français. Et il y a des expressions qui sont restées. Et nous, c'est vrai qu'avec le temps, pareil, on a attrapé beaucoup de mots anglais. Et aussi des anglicismes, donc des mots qui ne s'utilisent pas forcément de cette façon en anglais, ou qui n'existent pas aussi forcément en anglais, mais dont on se sert et dont on pense aussi dans l'imaginaire collectif qui sont anglais. Comme d'habitude, installez-vous bien, prenez un petit café, pensez à activer les sous-titres si vous en avez besoin, et c'est parti. Avant de parler des langues en elles-mêmes, on va parler des pays d'origine de ces langues.
Vous en avez peut-être entendu parler, mais les relations entre la France et l'Angleterre, ça n'a pas toujours été si simple. C'est même en fait tellement compliqué qu'il y a toute une page Wikipédia dédiée à ça, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est plutôt longue. Mais je vais essayer de vous résumer les points les plus importants de cette relation un peu toxique entre le français et l'anglais. Parce que pour comprendre l'histoire des langues, il faut d'abord comprendre l'histoire entre les hommes. Pendant l'Antiquité et tout le début du Moyen-Âge, on peut dire que les relations sont plutôt cordiales. Mais le début des problèmes a une date, le 14 octobre 1066. C'est la bataille d'Hastings qui oppose Harold Godwinson, roi d'Angleterre, à Guillaume le Bâtard, duc de Normandie. Mais c'est marrant parce que juste avant de continuer la vidéo, je ne l'ai absolument pas vue avant, vraiment. Je vous parlais de ça et en fait c'est ce qu'elle aborde aussi dans sa vidéo, donc c'est très intéressant. Et oui, à ce moment-là, on l'appelait pas encore Guillaume le Conquérant puisqu'il n'avait pas encore conquis. L'histoire, vous la connaissez. Guillaume le Bâtard gagne la bataille, devient roi d'Angleterre et en profite par la même occasion pour se faire appeler Guillaume le Conquérant. À sa place, j'aurais fait la même chose. En plus d'amener toute son armée et toute sa cour, Guillaume le Conquérant amène aussi sa langue en Angleterre. Sa langue qui est le normand qu'on parle dans sa région d'origine, la Normandie. À cette époque, la langue normande influence donc énormément la langue anglaise puisque c'est la langue qu'on parle à la cour du roi. Et cette influence va continuer au fur et à mesure des siècles, notamment grâce à différents mariages royaux entre les deux pays. Et on retrouve encore aujourd'hui des mots d'origine normande en français et en anglais. On a par exemple le mot cachier en normand, je suis pas sûre de la prononciation, qui a donné to catch en anglais et chasser en français. Donc l'anglais c'est finalement seulement du français mal prononcé, c'est ça? I beg your pardon? Ok, non, c'est pas vrai du tout. Et d'ailleurs, cette phrase n'est pas de moi, mais de D'Artagnan, un des 3 mousquetaires, vous savez, les personnages d'Alexandre Dumas. Il avait sûrement voulu lancer une petite pique aux Anglais. Relations toxiques, tout ça. Par contre, ce qui est vrai, c'est que énormément de mots anglais viennent du français. On estime qu'environ 80% des mots anglais proviennent du français ou du latin. C'est vraiment énorme. On va les retrouver dans des domaines où l'influence a été la plus forte, comme par exemple la loi ou l'administration, puisque comme je vous l'ai dit, c'était la langue de la noblesse. Mais aussi dans d'autres domaines, comme par exemple la gastronomie, l'art ou l'amour, évidemment. On a par exemple marriage, qui vient de mariage, foreign, qui vient de forain, ou chamber, qui vient de chambre. Mais aussi d'autres mots dont on a gardé l'orthographe, mais où on a changé la prononciation. On a par exemple déjà vu, c'est vraiment mon préféré, celui-là il me fait trop rire. Ou alors portrait, fiancé, caramel, macaron, et la liste est encore longue. On a également des mots qui s'écrivent de la même manière dans les deux langues, mais qui n'ont pas exactement le même sens. On a par exemple le mot chance en anglais qui a un sens plutôt neutre et on traduirait to have a chance par avoir une opportunité en français. Alors qu'en français, le mot chance a un sens beaucoup plus positif et on traduirait avoir de la chance par to be lucky en anglais. Mais évidemment, l'influence ne va pas dans un seul sens. Si auparavant le français a beaucoup influencé l'anglais, c'est maintenant plutôt le contraire qui est en train de se passer. Mais ça ne date pas d'hier. C'est quelque chose qu'on constate depuis déjà assez longtemps. On a par exemple des mots comme shampoing, qui vient de shampoo, ou bien film, qui vient de film, ou encore tourisme, qui vient de tourism. Ah d'accord. Et
Vous voyez, c'est marrant parce qu'il y a même des mots finalement très courants où on ne se doute pas forcément que ça vient de l'anglais à la base ou alors on ne se pose pas forcément la question. C'est vrai que par exemple tourisme, je m'étais jamais spécialement posé la question. Alors shampoing et shampoo, j'avais compris quand même que voilà, c'était lié, mais sans forcément me poser la question et me dire peut-être on l'a pris à l'anglais, etc. Mais finalement c'est logique. Alors pourquoi il y a un qui s'est rajouté à shampoo? D'accord, mais vous voyez, même moi finalement j'apprends certaines choses parce que j'étais pas nécessairement au courant. C'est intéressant, c'est vachement intéressant. C'est vrai qu'il y a des emprunts, je pense, qui sont là depuis tellement longtemps qu'on les a totalement oubliés et c'est vachement bien. Et évidemment, presque tous les noms de sports collectifs, comme par exemple basketball, handball, football, etc. Et le mot sport d'ailleurs est aussi un mot anglais. On a donc tous ces mots anglais qu'on a gardés tels quels, et on a aussi d'autres mots anglais qu'on a un petit peu francisés. Par exemple, coacher, to coach, sponsoriser, to sponsor, spoiler, to spoil, dans le sens révéler la fin d'un film ou la fin d'un livre. Mais aussi manager, manageuse, ou bien youtubeur, youtubeuse. Tous ces mots-là, c'est ce qu'on appelle des anglicismes. En français, on adore ça. On adore les anglicismes et on a même créé des faux anglicismes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout en français le sens qu'ils ont en anglais. On a par exemple un jogging pour a run, un smoking pour a tuxedo, des baskets pour sneakers, relooking pour makeover et mon préféré, pom-pom girl pour cheerleader. Et ce qui est d'ailleurs très intéressant avec le français et l'anglais, c'est que comme les deux langues s'influencent mutuellement, les mots font des allers-retours d'une langue à l'autre. Par exemple, en France au Moyen-Âge, les gens jouaient à un jeu assez populaire qui s'appelle le jeu de paume. C'est un jeu où on joue dans une salle fermée avec un gant de cuir sur la main. La première personne à servir la balle devait dire « tenez ». Dans le sens « take it ». Ce sport... Ça, je connais cette anecdote et on me l'a racontée il y a très longtemps et j'ai jamais été sûre à 100% que ce soit vrai. Mais moi, on m'avait toujours dit que c'est de là que venait le mot tennis. Parce qu'en fait, la personne qui devait servir disait tenez, effectivement. Et comme apparemment c'est un anglais, à un moment donné, il y a un anglais qui a fini par... on va voir ce qu'elle raconte ensuite, mais je pense que c'est à peu près ça. De ce que moi j'avais retenu de ces histoires, c'était qu'un anglais du coup avait dit tenez, mais... Voilà, avec l'accent, les petits problèmes de prononciation, ça avait sonné un peu comme le mot qu'on connaît, tennis. Et ça s'est transformé en tennis, d'où le terme visiblement. Alors moi, c'est l'histoire voilà, que je connais. C'est pour ça que je vous la raconte avant de voir ce que Elisa va raconter dans sa vidéo. Mais voilà, je vais voir la suite de l'histoire, mais moi c'est ce que j'avais entendu. Et c'est quelque chose que j'aime bien raconter, mais c'est vrai que parfois je le dis sans grande conviction parce que j'étais un peu perplexe vis-à-vis de cette anecdote. Mais on va voir, je pense que c'est vrai, hein, mais on va voir. Là est devenu assez populaire en Angleterre où on ne le pratiquait plus dans une salle fermée mais en extérieur, et où le gant de cuir est devenu progressivement une raquette. Et en ajoutant une petite touche d'accent anglais à « tenez », on l'a transformé en « tennis ». Et maintenant, c'est un mot qu'on utilise aussi en français, qu'on prononce « tennis ». Aujourd'hui, l'influence de l'anglais continue à grandir, notamment dans les domaines du travail, des technologies ou des réseaux sociaux. On peut par exemple entendre dans certaines entreprises « J'ai un call dans 1 heure, on va devoir sûrement débriefer du nouveau process parce qu'on va devoir switcher pour quelque chose de plus simple. » Je pense que le manager veut aussi nous teaser à un nouveau projet. T'es pas au courant? Attends, je te forward le mail. À ce niveau-là, c'est presque plus des anglicismes, mais quasiment du franglais. Déferlement de mots anglais dans la langue française, la résistance s'est organisée. Pour préserver le français, le gouvernement français a promulgué la loi Toubon en 1994. Cette loi porte le nom du ministre de la Culture de l'époque qui estimait qu'il fallait
assurer la primauté de l'usage de termes traditionnels francophones face aux anglicismes. C'est-à-dire qu'il fallait donner la priorité au lexique francophone, notamment dans les domaines du travail, de la publicité et de la communication. Cette loi date donc de 1994 et 26 ans plus tard, on peut dire que le bilan est assez mitigé. Beaucoup d'entreprises font passer des messages commerciaux en anglais et contournent la loi Toubon au nom de la liberté d'expression. Par exemple, cette campagne Air France dont le slogan est « France is in the air ». C'est vrai, on pourrait dire qu'ils ont choisi un slogan assez international puisqu'il s'agit d'une compagnie aérienne, donc c'est quand même plus pratique. Et c'est aussi plus pratique quand on est une chaîne YouTube qui s'appelle French Mornings with Elisa. Si je voulais utiliser un autre anglicisme, je pourrais vous demander de liker la vidéo et puis de vous abonner tant qu'on y est. On retrouve cette anglomanie dans beaucoup d'autres campagnes publicitaires, par exemple pour Bouygues, un opérateur de téléphonie avec le slogan « We love technology ». Ou bien chez Evian, « Live Young ». On a d'ailleurs assisté à un petit scandale en 2017 quand la ville de Paris a dévoilé le slogan officiel des Jeux Olympiques 2024 « Made for Sharing ». Une association de défense de la langue française a même porté plainte contre le comité d'organisation des Jeux. C'est très marrant parce que c'est vrai que la langue, j'ai toujours trouvé qu'en France, c'était quelque chose de assez controversé parfois au sein des groupes sociaux, des familles, mais des gens, enfin de la France en général en fait, entre personnes. Déjà, c'est vrai que même au sein de la langue française, les gens sont très à cheval sur l'orthographe, la façon dont on écrit, sur les fautes que font les gens. C'est vrai que moi et je pense un peu tout le monde, on a tendance à tous être un peu à cheval là-dessus et à remarquer très vite les fautes que font les gens. Moi la première, ça peut m'arriver malheureusement qu'il y ait des fautes qui se glissent. Par exemple, vous savez, sur Instagram, je fais des petits posts pour mes stories et pour mon feed, quand on parle de mots anglais dans la langue française, voilà, par exemple. Et ce sont des posts préparés à l'avance, ce qui fait que, alors, je vous rassure, je me relis, hein, voilà, je ne fais pas exprès, je ne bâcle pas mon travail, je prends le temps de me relire et de faire attention. Mais il s'avère que ça arrive, malheureusement, que j'ai des fautes, voilà, qui se perdent dans ce que j'ai fait, et ce qui est dommage en soi, mais bon. Et c'est jamais des fautes très graves. En story, j'ai toujours moyen de rattraper le coup, mais c'est vrai que pour les posts que je mets sur mon feed, c'est plus compliqué parce que je ne peux pas corriger. Sur la story, je peux corriger, ce qui m'embête des fois parce que voilà, j'aimerais que le post soit clean en fait, il n'y ait pas de modification dessus, mais bon, au moins je me dis j'ai pas fait la faute ou je me suis corrigée en tout cas, voilà. Mais c'est vrai que, et j'ai des personnes qui de temps en temps me disent attention, là tu as fait une faute, etc. etc. Ou pareil dans les sous-titres, pas les sous-titres, mais dans mes vidéos YouTube, c'est arrivé que que j'écrive des mots en français aussi dans ma vidéo pour x, y raison. Et c'est arrivé que voilà, pareil, qu'il y ait une ou deux petites fautes qui se glissent dans la vidéo, et c'est une des premières choses qu'on me fait remarquer sur ma vidéo. Et je peux comprendre que ça choque, que les gens soient embêtés par ça, parce que voilà, je suis une chaîne à but éducatif, donc ce qu'on attend de moi, je pense, c'est que je sois irréprochable, au moins dans ma langue maternelle, voire dans l'anglais aussi, puisque c'est ce que je veux apprendre aux gens. Après voilà, quand je fais des fautes et que je me rends compte pendant le montage par exemple, donc autant en français qu'en anglais je peux faire des fautes, tout à fait, même si c'est mon domaine d'expertise, et du coup je m'applique pour corriger la faute, l'écrire sur l'écran dans la vidéo pour dire attention, là j'ai fait... Ça peut être une petite erreur de prononciation, autant en français qu'en anglais d'ailleurs, ça peut être voilà, ça peut être toutes sortes de choses, et je m'efforce de corriger la faute en disant voilà, j'ai fait attention, j'ai remarqué que là il y avait une faute, je la corrige. Mais c'est vrai qu'en France déjà avec le français, on est très à cran là-dessus. On a tous un peu envie de faire la police de la grammaire et de l'orthographe, etc. Même moi je suis la première à remarquer certaines choses dans la langue française et à le souligner. Alors je le souligne pas forcément aux gens directement parce que je sais que ça peut être quelque chose de très décourageant. En plus je me dis, je ne sais pas qui est la personne en face de moi, si ça se trouve c'est une personne qui a des troubles dyslexie, dysorthographie, etc. Et je me dis, si ça se trouve c'est une personne que je vais décourager de s'exprimer la prochaine fois, sachant qu'il y a des personnes qui ont des choses très intéressantes à dire mais qui malheureusement ont du mal encore avec la langue française, avec comment ça s'écrit. Ça peut très bien être aussi une personne
étrangère qui n'est pas francophone à la base et qui du coup va avoir aussi du mal à s'exprimer ou à écrire correctement en tout cas la langue. Et c'est pas grave, du moment que la personne a des choses intéressantes et constructives à dire, pour moi ce n'est pas nécessaire de souligner ça en premier. Donc c'est quelque chose que je m'efforce de ne pas faire ou de le faire le moins possible, ou alors de manière gentille si la personne me demande, parce que c'est un courrier très important. Là oui, je peux souligner les fautes parce que c'est mieux. Par contre, dans la vie de tous les jours, j'évite, même avec mes amis, si je vois qu'il y a des petites fautes dans les messages qu'on s'envoie, parce que moi, la première, je ne fais... Alors pour le coup, les messages Messenger, texto, je ne fais absolument pas attention. J'écris pas en langage texto, etc. parce que c'est quelque chose que j'ai abandonné il y a longtemps. Je m'efforce toujours de faire attention, mais voilà, il y a des fautes qui se glissent parce que ma tête, elle est pas à voir si j'ai fait des fautes. Je fais au plus simple dans mon esprit, en fait. Et du coup, je trouve ça assez marrant que pour des slogans en anglais, comme pour les JO, il y ait des associations qui aient entre guillemets que ça à faire de porter plainte pour parce que ce n'est pas un message en français. Moi je peux comprendre qu'on utilise des mots ou des expressions ou des phrases en anglais parce que c'est quand même une langue qui est parlée partout dans le monde et je peux comprendre qu'il y ait des compagnies, des entreprises ou des événements comme les JO qui font qu'on ait besoin ou on a plus envie d'utiliser l'anglais parce que c'est quelque chose d'international. Par exemple Air France, oui, c'est une compagnie française, mais c'est international. Evian, c'est pareil, c'est une marque qui est vendue pas qu'en France, il me semble. Donc, on peut comprendre qu'on ait envie de mettre des slogans anglais parce que ça va parler à plus de monde, en fait. Pour les JO, c'est pareil. C'est pas parce que ça se passe en France que ça ne concerne que la France. Donc, ça va concerner beaucoup de gens à l'international. Donc, pour moi, je peux comprendre qu'on utilise l'anglais et je pense qu'il faut arrêter de se formaliser par rapport à ça et d'être à cran comme ça, surtout ce qui concerne la langue française. Parce que c'est vrai que ça peut paraître agaçant. Moi, la première, c'est quelque chose que des fois, je me dis, même moi qui aime l'anglais, je me dis, bon, là, c'est un peu exagéré. Comme dans le type de phrase qu'a donné Elisa plus tôt, par rapport notamment, c'est des choses qu'on retrouve beaucoup dans le domaine du travail, voilà, tout ce qui est business school, management, la communication, etc. Donc c'est vrai qu'il y a de plus en plus de mots anglais, alors c'est pas quelque chose que j'apprécie tout le temps, mais le fait est que c'est là et que et voilà, il faut faire avec et que c'est intégré maintenant à la langue, ça fait partie de certains domaines de travail et de métier, de corps de métier, donc il faut évoluer en fait, il faut accepter que c'est comme ça parce qu'une langue n'est pas figée. Le français n'est pas figé comme l'anglais ne l'est pas et comme les langues entre elles se piquent des choses, se piquent des termes, c'est valable aussi pour l'anglais et l'espagnol, il y a le spanglish qui est très répandu notamment aux États-Unis. Donc je pense qu'il faut juste vivre avec son temps. Je peux comprendre que quand on est une personne plus ou moins âgée, on ait plus de mal parce qu'ils étaient encore plus à cran à la langue avant, le latin était encore une langue quand même plus apprise, etc. Donc forcément, on a du mal. Ces personnes-là ont plus de mal, et ce que je comprends. Mais quand on a mon âge, même l'âge de nos parents, etc., je me dis c'est pas grave. Ça change rien à la vie, y a pas mort d'homme, c'est une langue qui évolue, dans laquelle on intègre des choses. La preuve, il y a des mots, je pense que plus personne ne se soucie du mot sport, tourisme, même stop. Stop à la base c'est un mot anglais aussi, et c'est écrit partout sur les panneaux dans la rue. Est-ce que les gens se formalisent pour ça? Non, pas du tout. Et pourtant, si on respectait bien le français, qu'on ne parlait que français en France, il y aurait écrit arrêt sur les panneaux. Et ben non. Stop est devenu un verbe à part entière. Enfin, je me dis, il faut, même si ça choque au début, comme à peu près toutes les évolutions qu'il y a dans l'humanité, il faut s'y habituer. Et puis la langue en soi, c'est pas quelque chose de grave. En fait, du moment que les gens se comprennent entre eux, c'est le plus important. Au nom de la loi tout bon. Je ne vais pas vous parler du français québécois parce que je ne suis pas une experte sur le sujet, mais ce que je peux rapidement ajouter, c'est que les francophones du Québec essayent de préserver leur langue le plus possible, ce qui n'est vraiment pas évident dans un pays où la majorité de la population est anglophone. Alors je suis curieuse de connaître votre avis. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'influence de l'anglais dans le français aujourd'hui et même dans les autres langues, puisque ce n'est pas seulement le cas du français? Dites-moi dans les commentaires. Je vous en avais parlé dans une vidéo il y a quelques temps, je sais plus laquelle par contre, où je vous avais dit que j'avais fait un exposé sur les différences entre le français parlé au Québec et le français parlé en France, parce que j'avais un cours à la fac où on devait justement, c'était un cours entre guillemets de français, de grammaire, c'était obligatoire, et en fait on devait tous faire un exposé
à la base plutôt lié à la langue qu'on apprenait en tant qu'LLCER, parce qu'on était tous les LLCER dans la même salle. Mais comme l'anglais en était majoritaire et que ça avait déjà été beaucoup repris, le temps que moi j'arrive à faire le temps de faire l'exposé, au cours des séances, c'est sûr que ça a été repris et re-repris. Et bon, on peut parler de plein de choses en anglais, je suis d'accord, mais il y a vraiment plein d'aspects qui avaient été abordés. Et j'étais pas à l'aise de passer derrière et refaire quelque chose qui avait déjà été fait, donc j'étais partie, vu que c'était un prof de français, sur la différence entre le français parlé en France et le français parlé au Québec. Et effectivement, j'avais appris des choses très intéressantes comme le fait que c'est un pays bilingue, le Québec, dans le sens où ils ont une loi qui affirme que tout doit être traduit en France, autant en français qu'en anglais. Donc c'est vraiment leur mot d'ordre, en fait ils ont 2 langues officielles dans le pays. Mais effectivement, comme le dit Elisa, c'est pas évident pour eux, je pense, de maintenir, de faire survivre le français parce que c'est vraiment le seul endroit en Amérique du Nord où vraiment le français est une langue officielle. Donc ce n'est pas facile, je pense. Et c'est marrant concernant la Normandie parce que de mémoire, je ne veux pas dire de bêtises, mais de mémoire, je sais que dans l'histoire, il y a eu beaucoup de colons français qui venaient justement de la Normandie, me semble, et qui sont allés au Québec. Donc ça, c'est la colonisation, là pour le coup, c'est au Québec, c'est plus tard. Le Canada, c'était Jacques Cartier, d'où le fait que ça ait résisté dans le temps. Jacques Cartier était un Français. Et de mémoire, parce que j'avais fait des petites recherches là-dessus pour mon exposé, il me semble que oui, c'était beaucoup des personnes qui venaient notamment du nord de la France, ou de Normandie, ou de région parisienne, comme on appellerait maintenant. Et du coup, qu'il y avait beaucoup de mots qui provenaient de ces pays-là, ou de ces régions-là en France, qui avaient été conservés dans le français québécois, même d'aujourd'hui. Donc c'est assez intéressant, parce que j'ai appris des choses dans cette vidéo et en même temps ça rejoint des choses que je savais déjà. Donc ça complète un petit peu tout ce que j'avais pu apprendre ou savoir auparavant et je trouve ça très intéressant comme vidéo. Du coup, pour mon avis global concernant cette vidéo, donc déjà j'aime beaucoup l'énergie que dégage cette youtubeuse si on veut. Je dis ça toujours avec des pincettes et avec des guillemets, le fait de dire youtubeur, youtubeuse, parce que moi par exemple, même si je fais des vidéos sur YouTube, je ne me considère pas comme telle. Pour moi c'est vraiment une catégorie particulière. Mais après voilà. Donc bref, cette créatrice de contenu, donc Elisa, j'aime beaucoup l'énergie qu'elle dégage, j'aime beaucoup sa façon de parler. On sent que son français est vraiment destiné à des personnes qui ne comprendraient pas le français, enfin qui ne seraient pas fluent ou natifs du français. Donc elle prend bien le temps de parler, elle n'a pas d'accent notable, je trouve, dans sa façon de parler. Elle prend vraiment le temps de bien prononcer les mots, elle fait attention. Je pense que quand elle parle français avec des Français de manière courante, on va dire, elle doit s'exprimer différemment, un petit peu différemment. Là, on sent que c'est pas destiné à première vue à des francophones. Alors, bien évidemment, elle doit se douter que des francophones vont peut-être regarder ces vidéos. Et je pense d'ailleurs que j'en regarderai d'autres parce que je suis très curieuse de voir ce qu'elle explique d'autres dans ses vidéos. J'aime beaucoup l'énergie qu'elle dégage, la patience qu'elle a pour bien parler français parce que voilà, ces vidéos sont destinées à un public qui n'est pas forcément francophone, voire pas du tout, en tout cas en premier lieu. Elle a un côté qui est très pédagogique dans sa façon d'aborder les choses. On sent que elle y prend beaucoup de plaisir et que c'est sérieux pour elle aussi. Parce que malheureusement, il y a des chaînes, alors pas les chaînes qui sont dédiées comme elle le fait à la langue, mais il y a des chaînes qui, une fois comme ça, au passage, ont abordé comment j'ai appris telle langue, l'anglais, le français, etc. ou d'autres langues, mais qui font ça de manière un peu fourre-tout, enfin c'est pas très construit, c'est pas forcément très clair aussi. Mais là voilà, on sent que c'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur, de donner ses conseils, de parler du français. Alors du coup je ne sais pas si c'est une personne qui n'est pas francophone à la base, ou si c'est une personne qui a fait du FLE, qui pratique le FLE dans ses vidéos, donc du français en langue étrangère. Je ne sais pas du tout. J'irai me renseigner, peut-être dans la première vidéo, il y a des informations là-dessus, donc j'irai voir ça, parce que je suis très curieuse, parce que du peu que j'en ai entendu en anglais aussi de sa part, je trouve qu'elle a un très très bon accent anglais, plutôt britannique pour le coup. Là pour le coup, je ne saurais pas dire si c'est une personne à la base qui est anglophone ou non. Donc j'ai beaucoup apprécié la vidéo, je trouvais ça très clair, très construit, on sentait qu'il y avait des étapes très précises, et en même temps qui était très fluide dans le déroulement de la vidéo. J'ai beaucoup aimé la partie historique en début de vidéo pour expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Je trouve ça très intéressant parce que l'histoire est très attachée à la langue finalement. Moi j'avais eu un cours comme ça à la fac où on avait une prof qui nous avait bien souligné le fait que la langue était liée à l'histoire, c'est-à-dire que la langue telle qu'elle a évolué est liée forcément à quelque chose qui s'est passé dans l'histoire à chaque fois, que ce soit de manière progressive ou parce qu'il y a eu des événements tels que Guillaume le Conquérant qui est venu envahir l'Angleterre et qui était à la tête du royaume, donc à partir de 1066 comme me l'a rappelé Elisa du coup. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura appris qui sait des choses. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à aller voir la chaîne French
French Mornings with Elisa. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner, c'est méga super giga important. N'oubliez pas non plus la petite cloche pour être au courant de toutes mes vidéos quand elles sortiront grâce à la petite notification. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous fais à tous de très gros bisous. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!